Le théâtre est un lieu où se mêlent quiétude et inquiétude. Pour la quiétude, le billet dans la poche, le placement par des dames comme il faut, une place numérotée, l'horaire du début, la durée du spectacle, un programme donne tous les renseignements nécessaires sur ce qui va se passer. Le texte peut être déjà lu, peut-être connu des acteurs. C'est un facteur très fort de quiétude que le fait de connaître la tête des acteurs, vu dans d'autres pièces ou films. Autre facteur de quiétude, les règles de déplacement, les entrées, les sorties, ce qu'on appelle les conventions théâtrales. Tout ce qui nous prévient et nous prouve que nous sommes au théâtre. Pour l'inquiétude, je suis dans l'ombre. Beaucoup de gens autour de moi. Et l'acteur peut mourir. Pas le personnage, l'acteur. L'inquiétude du spectateur est viscéralement liée à cette peur-là, que l'acteur meure en scène. Et toute une légende et une gloire se sont échafaudées sur cette mort possible. Quoi de plus beau, mais quoi de plus terrible? Car si l'acteur meurt en scène, il commet l'acte le moins théâtral de sa carrière. Son cœur s'arrête de battre, la fiction rejoint la réalité pour s'y annuler. Un acteur qui meurt en scène atteint l'absurde. Il est dans le moment irréparable où il nie son métier, qui est de feindre. Et son savoir-faire n'est-il pas d'établir la plus grande distance possible entre son action de feindre et l'impression qu'on a qu'il ne feint pas? Bref, si l'acteur meurt, le théâtre meurt avec lui au moment même où son sang cesse de circuler. C'est de cela qu'a profondément peur le spectateur, de cette irruption du réel qui le renvoie à sa propre mort possible. Dans cette peur archaïque, le spectateur rejoint l'animal et l'homme des cavernes, sans cesse sur le qui-vive. Il est vigilant. Comme l'oiseau qui, par cours régulier, balaie le paysage, comme un radar. Le spectateur a peur qu'on lui tire dessus, qu'on l'étouffe. Je sais que vous avez la trouille. Je sais qu'au fond de chacun d'entre vous est nichée une grosse peur, bien primitive. Au cirque, on vient pour avoir peur. Voir le trapéziste se lancer à 20 mètres de hauteur et s'accrocher au bout de sa haute voltige au poignet de sa partenaire est une jouissance. Mais il faut un équilibre entre quiétude et inquiétude. Et l'inquiétude doit rester un risque virtuel, non réel. Au cirque, on annonce suspense par un roulement de tambour. N'oublie pas qu'au plus fort de la peur, de la crainte, le spectacle, au même moment qu'il inquiète, rassure, apaise, tranquillise. Et c'est à ce prix qu'il y a jouissance. Monsieur Loyal, à l'entrée du cirque, debout sur une caisse, dominant la file des spectateurs, ne dira jamais « Mesdames et messieurs, vous avez aujourd'hui des chances exceptionnelles. Le trapéziste est un débutant, il y a une forte probabilité pour qu'il tombe. » S'il faisait cette annonce, il est apparu qu'une partie des gens s'en irait scandalisés. L'autre partie, voyeuse, aurait trop peur à chaque figure pour en jouir.
La peur pour être goûtée doit être déconnectée du réel. Esthétique, métaphysique, elle doit renvoyer à une peur ancestrale. Jouer, c'est étrange comme activité. Je sais bien que l'acteur qui joue Hamlet a pris un café dans le bar en face du théâtre une demi-heure avant d'entrer en scène. Je sais, on l'a vu. Tu m'as même tiré par la manche dans la queue au guichet pour me le montrer. Je sais aussi que je l'ai vu jouer dernièrement dans un film. J'ai lu Hamlet. Le livre de Shakespeare est dans ma bibliothèque entre La Nuit des Rois et un petit livre sur la prose de Claudel. Et pourtant, l'importance de ces paroles m'a saisie. Non qu'elles me renvoient à de grandes interrogations sur la condition de l'homme, mais par le fait même qu'elles soient proférées ici et maintenant par cet homme sur la scène. Je suis étonnée parce que j'ai cru à cette scène et que je n'ai pas douté que cet acteur ne fût Hamlet, sans être un seul moment dupe des circonstances. Je suis hallucinée de voir en même temps l'acteur et le personnage. Hallucinée que la peau de l'acteur sente les brouillards du Danemark de façon si forte. J'éprouve concrètement dans mon corps le granit humide des pierres de la forteresse, mouillé des embruns de la mer du Nord, une mer du Nord imaginaire, renvoyant à des châteaux en Écosse et à d'autres sensations difficilement explicables. Et pendant cette hallucination, rien ne m'échappe. Je suis au théâtre et j'éprouve jusqu'à la chaleur de mon corps dans le fauteuil de velours rouge. J'entends le plancher de la scène ployer à chaque pas de l'acteur. J'ai bien vu le projecteur côté court s'allumer quand Hamlet s'est avancé vers le public et j'ai bien vu la semelle en élastomère des bottes de l'acteur. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Le théâtre est un univers de sièges. Il y a les nombreux fauteuils de la salle, les bancs et banquettes du foyer, et puis les tabourets, banquettes, fauteuils, chaises de la scène. Hormis le châssis de toile peinte posé sur le champ le long d'un mur, il y a toujours dans les coulisses d'un théâtre une banquette et deux fauteuils, et un banc en plâtre imitation pierre. Les fauteuils, le banc, les banquettes, les chaises sont les signaux du théâtre. Balises réparties sur la scène qui permettent à l'acteur de marcher de l'un à l'autre, de s'y arrêter, de s'y asseoir. Peut-être le théâtre pourrait-il, hors le texte dit, se résumer à entrer, marcher, aller s'asseoir, se lever, se rasseoir, marcher et sortir. Madame Fleurant, notre professeur d'art dramatique, avait préparé toutes ces mises en scène à partir d'un banc, un tabouret, 3 fauteuils et un canapé. Ce mobile. Ce mobilier, selon les pièces classiques ou modernes, était disposé à des endroits différents de la scène. Une page était intercalée entre chaque feuillet du texte, collée soigneusement avec un ruban adhésif transparent. Chaque pièce de ce mobilier était représentée par un petit dessin, un carré ou un rectangle, avec une lettre A, B, C, D, E. On savait que A, c'était le tabouret, B, le canapé, et à des moments choisis du texte, un astérisque renvoyé à la page de la mise en scène, et on pouvait lire Antigone entre, va vers A. Pendant que Créon s'assoit sur D.
Invite Antigone à s'asseoir sur A, elle refuse. Contourne A et il va s'adosser à D. Créon se lève, quitte D, va à l'avant-scène, puis va s'asseoir sur A. Quel travail! Et combien à nous élèves ces itinéraires semblaient dérisoires, ridicules! Nous rêvions devant les photos des acteurs de Grotowski, dans son livre, vers un théâtre pauvre. Et pourtant, pas si ridicule que ça, ce découpage de l'espace. La marche, c'est important. Et s'asseoir est une pause dans cette activité importante de l'acteur qui est de se déplacer avec ses jambes. Au théâtre, on le voit bien, un homme marche beaucoup. Et l'acteur ne fait que condenser dans un espace réduit les principales activités de l'être humain. Marcher, s'asseoir, se lever. Pour voir les animaux, je vais au zoo. Pour voir l'homme, je vais au théâtre. Le dimanche, l'homme emmène ses enfants voir les bêtes du zoo. Accoudés à la balustrade, enfants, parents et badauds ont la bouche légèrement entr'ouverte. L'homme perplexe regarde l'animal vivre. L'ours s'assoit. L'ours se lève, puis descend lourdement la marche en béton, imitation d'anquise qu'on lui a construite. Il se lève et tourne sa tête lourde de poils. Et chaque mouvement, chaque déplacement, chaque agencement de muscles est scruté avec autant d'intérêt qu'à un spectacle. La ressemblance, dissemblance des animaux avec l'homme amène l'observateur au mystérieux ambigu rapport qu'il entretient avec son propre corps d'homme. Regardez la force de l'homme silencieux qui entre en scène. Son visage, son tronc, ses jambes. Regardez comme cette posture embrassée d'un coup d'œil est le résultat simple de l'organisation complexe de tous les muscles qui tendent ses os, dressant le squelette dans une certaine attitude au monde. Regardez comme ce corps parle et comme déjaille la tension dramatique. Acteur, actrice qui entrait sur le plateau, acceptait d'être regardée par un spectateur voyeur qui veut voir sans être vu, surtout depuis qu'on a éteint la salle et c'est tout récent. Le spectateur va tout regarder. Ton déhanchement à toi quand tu marches, tes formes sous la robe, ton cul, tes seins qui ondulent sous tes pas. Et toi, ton dos, tes mollets, ton sexe qui enfle le pantalon, accepté pour qu'il voit mieux, qu'on vous éclaire, en braquant sur vous des projecteurs. Et de plus, noblesse du théâtre,
Accepter que le spectateur n'en soit pas honteux. Être agi est plus beau qu'agir. Il faut se débarrasser du mouvement volontaire qui fait que lorsqu'un comédien entre en scène, on voit plus la décision d'agir dans son corps que l'écoute d'un monde en mouvement. L'arbre est beau sous le vent, parce que c'est le vent qui agit, qui décide. L'arbre est agi, et c'est lui que je regarde, au point de le rendre sujet de son oscillation. On dit l'arbre tangue, on ne dit pas l'arbre est tangué. La beauté d'un geste est inversement proportionnelle au degré de volonté qui le provoque. Et beau ce qui est naturel, et naturel ce qui est provoqué par un agent extérieur. Je suis plus belle si je m'arrête. Immobilisée par la beauté d'un paysage. Ne pas aller, se laisser aller. La réaction est la preuve de l'action. Les rides sur la face de l'eau sont la preuve d'une brise passagère. L'ombre est la preuve du soleil. Nous sommes tellement sensibles à l'indirect que nous confondons souvent la conséquence d'un phénomène et sa cause. Aller en public, devant tout le monde, est un acte tellement solennel que la tentation est forte de faire correspondre à cette situation exceptionnelle une attitude exceptionnelle. Pour le paysan, mettre un costume, une chemise blanche, une cravate, s'être rasé de près, c'est s'endimancher pour une circonstance exceptionnelle. Et au théâtre, la tentation est toujours là de s'endimancher, d'être redressé si on est voûté, d'articuler si on n'articule pas, de ne plus zozoter si on zozote, etc. Mais le spectateur, ce n'est pas ce corps-là qu'il veut voir. C'est le corps naturel, enfin montré. Le lion dans la savane africaine ne sait pas qu'il est filmé. Il n'a pas une image de marque de lion à défendre. Et quand le fauve s'affale dans la poussière, on dirait un animal mou et gras tant ses muscles sont relâchés. Cela ne l'empêchera pas, au moment où la faim l'envahira, de montrer en chasse agilité et détente. Il accédera en un instant à sa noblesse de lion qui lui vaut le titre de roi des animaux. La gratitude du spectateur va à l'acteur qui sait se montrer, tel que lui jamais n'oserait se montrer en public. Le spectateur, lui, en public, fait comme le paysan le dimanche. Il met la chemise blanche et la cravate. Mais là où tout est mensonge, l'acteur doit se brancher sur ce qu'il y a de vrai dans la représentation. Et ce qui est vrai, c'est son activité corporelle. Oui, l'acteur respire vraiment. Tend vraiment son bras. Son sang circule vraiment. Et son cœur bat pour de vrai. Ses poumons prennent et rejettent un air réel, contenant en suspension un peu de la poussière des cintres. Jouer, c'est être à la fois dans un état fictif. Les mots qu'on profère, l'histoire qu'on raconte, les personnages qu'on habite avec leurs comportements, leurs humeurs, leurs gestes. Et être dans un état réel. Le plateau de théâtre que j'arpente. Cette chaise sur laquelle je m'assois réellement. Mon partenaire qui me prend la main, dont je sens la peau moite et froide de la sueur du trac. Et il est là, il me regarde, avec son haleine d'aujourd'hui. Le contact par la peau participe comme les yeux, l'odorat et l'ouïe à la connaissance du monde qui nous entoure, du vent sur ton visage. Jusqu'à cet angle de table que je heurte. Il s'agit du toucher externe, mais il y a un toucher interne qui donne la connaissance du monde intérieur, du corps vivant. C'est la conscience corporelle. Quand je tends le pied, lève le bras, tourne la tête,
me penche, les fibres musculaires jouent dans leur gaine. Les ligaments s'étirent, une traction s'exerce sur les os, créant un message sensitif, immense caresse interne qui constitue ma conscience corporelle. Cette conscience corporelle peut devenir brillante, douloureuse. Qui n'a pas éprouvé un mélange de plaisir et de douleur après une journée de marche? Quand les courbatures nous rendent présents à notre corps avec une telle force qu'on a l'impression de se sentir tout entier, l'ombre sensitive se superposant parfaitement au dessin du corps. C'est avec cette image sensitive interne de notre corps que nous avons tout appris. À commencer par marcher. En effet, on sait depuis peu que le bébé regarde son image dans la glace comme celle d'un autre. Son apprentissage s'effectue à partir de ses sensations internes et les progrès moteurs sont directement liés à ces progrès sensitifs. Mais le jour où l'enfant a reconnu son image dans la glace comme étant la sienne, il a renoncé à sa conscience corporelle interne au profit de l'image corporelle renvoyée par le miroir. Il faut supprimer tout miroir. Jusqu'à ce que la perception du corps ne passe plus que par la sensation interne. Et par ce qu'on peut voir de son corps directement avec ses yeux. Le devant de mon corps. Mes bras, mes jambes. Mais rien mon visage. À part la masse floue du nez, qui, trop près des yeux, ne peut être vue avec précision. L'image dans la glace, c'est l'image qu'on a des autres. Et quand je me regarde, je suis dans l'état de me voir comme je vois quelqu'un d'autre. De plus, l'image dans la glace est déformable, perméable à mes projections, exactement comme l'image du corps des autres. Quand je n'ai pas le moral, je marche vers le miroir, condamné d'avance à n'y voir que la confirmation de mes craintes. Oh, j'analyse alors chacun de mes traits et l'interprète en fonction de mon humeur. Seule la sensation interne, conscience tactile du corps est réelle parce qu'elle est vraiment subjective, m'appartenant à moi. Et l'acteur doit utiliser cette conscience, c'est la base de son travail. Il ne doit pas se regarder jouer, mais être aux commandes de l'instrument qui est son corps, au contact de lui, et sans intermédiaire. Et ce n'est pas suffisant de supprimer les glaces, car il n'y a pas besoin de miroir pour se voir. On peut s'imaginer. Et on s'imagine déjà tellement que cela devient une seconde nature. Mettez-vous au milieu de la salle d'un théâtre au cours d'une répétition et avancez le regard fixé sur la scène. Du point de vue de départ, tout est équilibre, harmonie. Tout a été organisé pour que de cette place, qu'on appelle la place du prince, l'ensemble soit réglé. Puis, au fur et à mesure que vous marchez, les choses se décentrent. Tel comédien, démasqué par l'autre. Je vois le visage de profil. Le décor n'est plus harmonieux. Et puis, la foule d'orchestre franchie, apparaît la cage de scène. C'est cintre. Le plancher révèle des repères au Chatterton d'implantation ancienne. Et puis, le décor montre son envers. Les châssis révèlent leur numéro d'assemblage. Les acteurs sont maintenant de dos. L'immense machinerie à illusion montre ses dessous, et on se dit comment l'acteur, avec la vue qu'il a de la scène, peut-il y croire. Et voilà, il n'a pas à y croire, puisqu'il est lui aussi une machinerie organisée pour faire croire. Il sait bien, d'instinct ou d'intelligence, que la partie de son corps qui compte, c'est celle que voit la salle.
Cela autorise d'ailleurs des plaisanteries d'acteurs qui, de dos, font des signes à leurs partenaires comme des pieds de nez ou des grimaces. Oh! L'homme animal a dû grogner longtemps avant de structurer sa phonation vers le langage articulé. Et cette expérience ancestrale est là, encore présente en substrat dans notre voix. Les mots, les paroles flottent sur un magma de bruit, reflet des plus organiques de notre corps. Avant l'intervention des cordes vocales, il y a le bruit de la machine respiratoire. Discrète la plupart du temps, indiscrète chez les soufflés, l'emphysémateux. Ce bruit de soufflerie, quand il est audible, est vécu comme un handicap associé à l'âge. Pourtant, ce bruit de soufflerie est naturel à tous âges. Notre éducation le censure. Cette censure s'exerce grâce à l'oreille, qui contrôle tous les bruits qui viennent du corps. Grâce à l'oreille, l'homme entend les sons qu'il émet et peut ainsi les façonner à sa guise. Mais dans le cas du bruit du souffle, l'oreille est l'espion au service d'une éducation qui nous enjoint de ne pas faire de bruit en mangeant, de ne pas faire entendre notre respiration. Les jeunes dont les oreilles sont neutralisées par un Walkman retrouvent une respiration sonore. La voix est chère. C'est un morceau du corps qui se détache de lui pour remplir l'espace. Mais elle ne peut remplir l'espace que si elle a d'abord empli le corps. La voix, c'est le corps qui vole. La voix, empreinte de l'activité humaine, devrait en réfléchir l'éventail. De la terre au ciel, du grave à l'aigu, en passant par le médium. Habiter un corps sonore, c'est comme habiter une maison. C'est important d'avoir une cave et d'y descendre. D'avoir un grenier et d'y monter. De monter, se coucher et de descendre, déjeuner. Ainsi devrait s'épanouir la voix, multipliant ses variations, ses hauteurs, son timbre, jusqu'à être le reflet du paysage intérieur, changeant et multiple. La bouche dessine les mots au moment où elle les profère. La voix est vue autant qu'entendue. À cause de l'articulation, elle est à la lisière du corps. Elle en est comme une transpiration. Pour l'acteur, cela veut dire qu'un peu de son expression corporelle doit être consacré à dessiner les sons des mots. Et dans cette tâche, il doit aller plus loin qu'un simple amenement musculaire. Il doit s'efforcer, dans ce petit territoire de son visage qui lui sert à parler, à appliquer les mêmes règles qui régissent le travail corporel global. Dire le mot bonjour en laissant la bouche ouverte sur la dernière syllabe. Bonjour.
et dire bonjour en la fermant aussitôt le dernier son émis. Bonjour. Ça n'est pas du tout la même image corporo-sonore. Laisser la bouche ouverte quelques instants après l'extinction des sons, c'est comme faire persister dans le corps l'empreinte de la voix. Ce sillage physique, donc visible du son, permet à l'œil de prendre le relais de l'oreille. Et ce passage d'un sens à l'autre est très agréable pour le spectateur parce qu'il le stimule dans son acuité, dans son aptitude à sentir, à jouir. Des mots mal dessinés par la bouche, on peut dire mal sculptés, peuvent altérer l'audition. Tel comédien a une belle voix, on l'entend, l'intonation est juste. Pourtant, une expression buccale maladroite remet en question toutes ses qualités. La laine, invisible, dépose la vapeur d'eau sur la vitre froide. La bouche, selon la forme avec laquelle elle façonne les sons, les embue. Les lèvres caressent les sons, et cela donne beaucoup de sensualité à la voix. De même, certaines façons de mâcher les sons peuvent donner une impression gustative. Brassens semble enduire de salive et de poils de moustache les mots de ses chansons. Voir le chanteur physiquement ajoute ce goût à la langue, invisible à la simple audition du disque. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de temps à personne. En suivant mon chemin, le petit bonhomme fait les bras, j'en aime pas que l'on suit une autre route que non les bras, j'en aime pas que l'on suit une autre route que le monde mérite de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le flux sonore permanent de la voix exerce un effet de fascination. Il n'y a qu'à écouter comment on apprivoise un animal, comment on rassure un enfant en danger en haut d'une échelle, en l'invitant par la parole permanente à descendre. Il n'y a qu'à observer les techniques de négociateurs dans le cas de prise d'otage, maintien du dialogue. Parler, parler. Ne dit-on pas qu'il faut parler à son assassin? Par la voix, un être humain établit et garde le contact avec un autre être humain. Parler, c'est créer un lien. C'est un massage permanent, comme le bruit du filet d'eau de la fontaine, qui semble relier continuellement ciel et terre. La voix de l'acteur n'est pas qu'un support de sens, n'est pas que la trace d'un corps, épiderme sonore. La voix, c'est aussi et surtout un moyen de se joindre aux autres. La voix transforme le corps de l'autre. Le père, la mère, parle au nouveau-né avec des mots qu'il ne comprend pas, mais dans une forme et un rythme qui requiert déjà toute son attention, le touche, lui déclenche des frissons, met son corps en éveil. La voix, ce filin qu'on lance pour hisser le corps de l'autre à soi, comme l'alpiniste hisse son compagnon à lui grâce à la corde. L'auditeur s'arrime aux consonnes, comme l'alpiniste trouve dans la roche l'assaillie, l'arrête, l'anfractuosité ou agripper ses doigts. L'important est de disposer durant le parcours de prises régulières pour y poser les mains et les pieds. L'auditeur reçoit la masse sonore grâce aux voyelles, mais il s'agrippe grâce aux consonnes. Une bonne articulation dans cet esprit n'est pas seulement nécessaire à la bonne compréhension, elle est indispensable pour structurer l'écoute, la rythmer. C'est ce qui est réjouissant quand on entend une langue étrangère au théâtre. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Les prises que sont les consonnes et l'énergie vocale des voyelles apparaissent dans toute leur force physique, autonome du sens. Et il n'est que d'observer l'engouement du public pour les chansons anglo-saxonnes, que tous écoutent sans comprendre. Peu importe les paroles, d'ailleurs, personne ne s'en préoccupe. La prononciation des syllabes opère un véritable massage. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Ow! If you say that you are mine, I'll be your till the end of time. Well, come on, let me know.
should I go? It's always this. Your party way out of my... Quand l'auditeur peut s'abandonner complètement à ce plaisir, il en éprouve une réelle jouissance qui doit être très semblable à celle du bébé qui écoute ses parents lui parler. L'enfant, par des questions inattendues, parce que tout lui semble étrange, y compris ce qui va de soi, nous met en difficulté, nous qui devons lui répondre. Sa naïveté démasque le monde. En cela, le théâtre est proche de l'enfance, proche de la poésie, comme la poésie, il montre l'évidence. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Le ciel est par-dessus le toit. Ces quelques mots, usuels, quotidiens, mis ensemble dans cet ordre simple et évident, créent un écho mystérieux qui interpelle jusqu'à notre existence. Le théâtre est naïf. C'est un lieu où s'affirme l'évidence. Et dans la Commedia dell'arte, il nous reste tous ces gens qui utilisent Molière. Sganarelle dans Don Juan. Le ciel est au-dessous de la terre. La terre dépôt la mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est pas dans les jeunes gens. Les jeunes gens doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches ne sont pas pauvres. L'art nous montre l'invisible contenu dans le visible. Et le théâtre, parmi tous les arts, se renforce de cette énorme énergie qui résulte de la tension entre un homme qui joue et un autre homme qui regarde. Certains souvenirs de spectacles de théâtre révèlent une grande amnésie sur le convenu. Très rapidement, l'intrigue s'estompe au profit de souvenirs innommables qui tiennent à la chair des acteurs, aux déplacements, aux accents de la langue, à certains mots soudain réévalués. À une atmosphère, à des bruits. Paradoxe de la représentation théâtrale, ce qui s'adresse au conscient s'oublie à toute vitesse, et ce qui s'adresse à l'inconscient semble indélébile. La bouche répète dérisoire, c'était super, c'était bien. Et le commentaire s'essouffle. En nous est un lieu dont on a perdu la clé. Ce n'est pas un hasard si l'enfant demande chaque soir la même histoire à des parents soucieux de renouveler leur répertoire. L'enfant aime entendre ce qu'il connaît déjà. Cela facilite son écoute de la voix, de la chaleur du lit, du corps de sa mère ou de son père. Et son regard, parfois absent, montre qu'il est au comble de l'écoute, c'est-à-dire au fond, au comble. Trois petits chats, chat, chapeau de paille, paille, paillasson, son, somnambule, Un jour, un acteur oublia son texte. Il se tue, inquiet. Il s'aperçut alors que les spectateurs étaient particulièrement attentifs. Retenez leur souffle. Il mesura l'importance de ce silence en creux. Silence d'or, qui est le silence d'une salle pleine, qui est plus intense que le silence d'une salle vide. Et grâce au trou, l'acteur a appris à se taire.
différents fonds physiques. Et voilà ce que j'avais envie de dire, ce que vous avez éprouvé, ou vous avez des questions à nous poser. Voilà, avec plaisir. Comment ça passe? On lève le doigt, s'il vous plaît. Pardon, Alice. Bon. Comment c'est reçu de la part des élèves? Plutôt bien, hein? Ouais, Plutôt bien. Ouais, étonnamment, les enfants, enfin les élèves captent bien la majeure partie du texte. Ils sont très impressionnés, mais ils restent branchés sur le texte. Ce qui les sidère le plus, c'est comment, même mieux qu'ils connaissent cette place, l'atmosphère en théâtre, l'ouverture de la porte, par exemple. Parce que là, on le voit pas, mais quand on ouvre la porte d'un collège, tout d'un coup, on a tous les bruits du collège qui arrivent. Et donc, tout d'un coup, ils écoutent quelque chose qui leur est familier, et donc il y a des petits mystères comme ça, et après on leur explique, ils sont un peu étonnés de voir que la porte c'est aussi important, et on leur explique que il disait qu'au théâtre, une porte qui s'ouvre, c'était pas une porte, c'était un mythe. Et je crois qu'il éprouve ça concrètement. Et il l'éprouve parce qu'il compare l'ambiance de l'école, enfin de la classe, et l'ambiance quand il y a le théâtre dedans. Et en même temps, ils se rendent compte que la classe, c'est un théâtre. C'est pas le même. Puis par procuration, ils vivent des grands moments quand on monte sur les tables, par exemple, au bureau du prof. Des petites choses comme ça très simples qui eux, leur envoient des émotions, quoi. On est très étonné par des silences qui sont systématiques. Les 20 fois où on a joué, par exemple, le moment du rouge à lèvres, quelle que soit l'écoute, parce qu'on a des fois des collégiens qui ont pris l'habitude de commenter pendant la séance, quelle que soit la classe, il y a toujours un silence incroyable au moment où... Et statistiquement, il n'y a pas au fond, on se dit ça vient arriver, qu'il y a quelqu'un qui va réagir, qui va parler. Non, il y a un silence pire que celui que vous avez fait quand il a dit il s'arrêtait à un crier. Et donc nous aussi, on découvre des choses qui sont étonnantes. Est-ce que c'est une image inconsciente? Est-ce que c'est une peinture rituelle qui est convoquée? On ne sait pas, mais il se passe toujours quelque chose de fort à ce moment-là. Voilà, des choses qu'on découvre. Quelles sont les réactions en direct des élèves? Comment ils réagissent pendant que vous jouez la pièce? Ça dépend des classes. Il y a des classes un peu difficiles qui réagissent, ils parlent, quoi. Ils peuvent arriver de leur parler et dire j'ai peur, ou oh là là, qu'est-ce qu'elle fait là, oh la honte. Ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux toujours à notre place. C'est-à-dire, oh, je ne voudrais pas faire ça, moi. Ils sont ridicules, là, ils ont toujours peur du ridicule. On voit bien pour les ateliers après, et c'est ça que nous, on essaie de leur montrer, c'est qu'il faut accepter d'être ridicule devant les autres, et voilà, on donne une confiance de groupe. Et là, on les voit souvent éclater de rire, mais on ne peut pas le faire. Par exemple, ils sont ton cul, ton sexe sur qui enfle le pantalon, alors là, c'est l'esclavage. Mais c'est pas du tout une esclavade de prise de pouvoir sur le spectacle, ni d'humour par rapport à nous, mais c'est... Il l'a dit dedans, ici. Et on s'aperçoit que plus on va dans des classes populaires, paradoxalement, plus les jeunes sont pudiques. Et que donc des phrases comme ça ne résonnent pas à l'Ambesque ou le quartier nord de Marseille de la même manière. Et ça, pour nous, c'est passionnant de voir aussi le même texte et comment on réalise les jeunes. Et après, les questions, est-ce que c'est sur le métier de comédien? Ça dépend des... Beaucoup quand même, en général, ça tourne, ils sont vachement étonnés du métier d'acteur, parce qu'en plus il y a plusieurs acteurs. Il y a l'acteur qu'on voit à la télé, qui est la star, et puis l'acteur qui roule sa bosse, qui est plus discret, qui rentre dans les collèges. Donc ils se posent beaucoup de questions à propos de notre travail, quoi. C'est toujours la première question. Vous avez mis longtemps pour apprendre. C'est la première. C'est la panique, ça. En même temps, c'est dommage parce que c'est tellement chouette en tant qu'acteur d'apprendre des textes par cœur et qu'ils n'ont pas
la chance de pouvoir vivre ça, c'est vrai, de pouvoir se réciter des choses comme ça. Et on leur dit que c'est bien d'avoir des textes récités ou des chansons à chanter. Et je crois qu'ils sont effarés de l'idée d'apprendre plus de 2 phrases par cœur. Effrayés par la française par cœur. Les enseignants sont présents Oui, oui. D'accord, toujours. Toujours, ils sont contents de nous accueillir, mais ils sont toujours avec beaucoup de réserve. On n'a pas lu le texte aux élèves parce qu'on a lu les premières phrases, on s'est dit oulala, on verra bien, mais ils sont les acteurs. Il faut un pitch avant et Ils ont un dossier pédagogique que l'on voit avec le texte. Quand ils voient le texte, la densité du texte, ils prennent peur, ils disent oh là là, comment ça va se passer? Que les comédiens se démerdent. Ils ne préparent pas. Et donc, quand on arrive, vous avez lu le texte, non, on ne l'a pas lu, on préfère que vous le d'abord avec vous, je trouve qu'ils ont raison en plus. Mais ils ont un peu peur du texte. Et ils sont plutôt agréablement surpris de voir l'écoute. Parce que quand vous parlez d'identité, moi j'ai vraiment senti, notamment sur le corps, la place du corps dans le rôle de l'acteur. C'est la voix du corps. C'est bien écrit. Ils sont sensibles à ça, ce travail. Je crois que le respect, c'est pas tellement ce qu'on leur dit, même si la première chose importante, c'est de les prendre au sérieux. On les prend au sérieux, je crois que c'est important, comme acte, qu'ils ressentent. Et 2, on leur parle du corps. Et je crois que, du coup, ils sont en relation avec nous. C'est vrai que le théâtre dans l'école, pas comme le cinéma ou la chanson, c'est reste culturel. Le théâtre est plus populaire maintenant. Donc quand on va dans la classe, on dit, c'est Arte qui arrive. Donc ils ont très peur, d'un coup, de leur parler du corps, enfin de leur parler du corps comme vous essayez de le faire. Bon, je crois qu'ils sont sensibles et du coup, on sent qu'ils sont disponibles. Disponibilité. Et est-ce qu'on peut savoir s'ils ont eu envie après d'aller voir un spectacle, un théâtre? Est-ce qu'il y a une prolongation? La plupart n'y vont jamais. Est-ce que ça leur a donné envie sur certains? En tout cas, quand on s'en va, c'est très positif, quoi. Vraiment, beaucoup soit découvrent le métier vraiment d'acteur, on se dit oh bah non, on n'a pas vu que c'était ça, un acteur, je pense que c'était chiant. Enfin vraiment, ils ont ce côté, voilà, comme tu dis, Arte, quoi. Ou alors Payette, c'est Payette ou Arte, mais difficilement entre les deux. Parce qu'il faut savoir comme qu'il y a un travail derrière. Pendant 2 heures, on les prend en atelier, dirigé surtout par Alain, mais un petit peu aussi par nous deux. Et donc l'ensemble fait que les élèves ressortent de là avec des émotions, des sensations, un travail de groupe partagé, se sont un peu révélés. C'est difficile, hein, c'est des collégiens, donc ils ont l'habitude du regard des autres, il y a une espèce de complicité et même aussi animosité entre eux qui fait qu'ils ne sont pas toujours très disponibles les uns aux autres, mais quand même en général ça ressort de là avec oh ben ouais c'était bien finalement, et des fois l'impression qu'on n'a pas entendu certaines choses, et hier l'autre fois on faisait un test, Alain disait des débuts de phrases du texte et eux ils terminaient quoi. Alors qu'on avait l'impression, oh madame, rentrez, oh madame, tu fais peur. On était vraiment dans le pur quartier nord. Et ils avaient mais, tout entendu, enfin, grand, tout compris quoi. À la fois, c'est une grande activité, une subtilité, en même temps, si on fait le tour de table en disant qu'est-ce que vous avez aimé, quand vous chantez, madame. Et vous, quand vous chantez. Et vous, quand vous chantez. Et vous, quand vous chantez. Et donc, mais bon, en fait, tout, c'est aussi la pudeur. Ils ne vont pas parler des choses qui les touchent, mais. Enfin, nous, on est plutôt ravis et contents de vous montrer ce travail qu'ils ont dans le collège, parce que Nathalie Cabrera, qui dirige la partie artistique théâtre au collège